Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Sans vice caché. Yann, on a tout un menu aujourd'hui avec une question du public qui nous a fait penser à autre chose pour notre invité. On y revient, mais pour ce qui est de la question, Éric de McMasterville, on a parlé des surenchères récemment, puis de certains éléments, tout ça. Lui, il se demande, il dit, moi, je suis un acheteur et je me demande, est-ce que je fais inspecter ou je fais pas inspecter la propriété que je veux acheter? Et ça, là, c'est vraiment une bonne question parce qu'on a vu qu'en pandémie, plein de gens ne faisaient pas inspecter. Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Bien, écoute, catégoriquement, Éric, moi, je te dis, s'il y a une condition que tu ne veux pas perdre dans une promesse d'achat, c'est celle-là. Elle est effectivement très importante. Puis on l'a effleuré dans un autre balado en lien, justement, comme tu dis, avec la surenchère. Fait que c'est très tentant. Je le comprends aussi. Puis ma réponse va quand même être nuancée. Il y en a qui me l'aimeront, d'autres qui l'aimeront moins. Ça ne me dérange pas, je l'assume. Mais ce que je dis, d'une manière générale, c'est une condition à maintenir dans une promesse d'achat parce qu'elle vous protège, vous, et c'est le privilège de l'acheteur de faire inspecter la maison. Puis je dirais même aux vendeurs aussi, c'est important de savoir, une fois que tout le monde s'entend sur un rapport d'inspection qui peut avoir des fois, on le sait, Mélanie, 50, 70 pages, bien, tout ce qui est connu dans le rapport est connu des parties. Donc, ça protège aussi un peu tout le monde. Par contre, où je vais nuancer, c'est qu'il y a certains cas où c'est vrai que ça peut être un peu moins approprié. Je m'explique. Vous êtes dans un contexte où, je ne sais pas, vous êtes des gens qui sont très expérimentés, je vais dire comme ça en immobilier. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans un contexte, justement, où vous achetez une maison, que vous savez, exemple, qu'il y a des travaux majeurs. Vous avez pu bénéficier de documents précédents, entre autres un rapport d'inspection précédent, mais soyez prudents. Le rapport d'inspection précédent c'est pas pour tout le monde, à la là. cour, il ne vous appartiendra jamais. Il va toujours appartenir à celui qui l'a fait faire, donc vous ne serez jamais propriétaire d'un rapport d'inspection que vous n'avez pas fait. Par contre, selon votre seuil de tolérance, selon l'expérience de vie que vous avez, selon le fait que vous assumez aussi le fait que vous vous privez en fait d'une protection supplémentaire, vous pouvez choisir dans certains contextes de dire « je ne ferai pas inspecter ». Ceci dit, pour quelqu'un qui est plus novice ou quelqu'un qui est dans des premiers achats ou même des gens qui sont dans des achats de propriété plus expérimentés, nous, les courtiers, on va toujours recommander cette condition-là. Et c'est malheureusement, on le voit au niveau... Es-tu d'accord avec ça, Mélanie? La pandémie, au niveau des impacts qu'on a vus par la suite, on est obligé de vous dire, on a vu beaucoup de gens durant cette période-là, pour certains, et c'est grave ce que je vais dire, mais je me rappelle des gens qui ne visitaient pas du tout. Des gens qui ont fait des visites virtuelles. Ah, puis même, Mélanie, il y en a qui ont fait visiter des proches, qui n'ont pas visité eux-mêmes. Moi, je me souviens d'un cas en particulier qui n'ont pas fait inspecter non plus. Mais on a eu des cas où des gens ont eu par la suite des problèmes majeurs, ont tenté d'intenter des recours, de s'entendre avec les vendeurs sur différents aspects. Et malheureusement, ça devient impossible. C'est trop tard après. Oui. C'est ça le défi, hein, parce que vous voulez vous démarquer quand vous êtes en offre multiple. Mais sérieusement, si vous n'êtes pas expérimenté, vous ne connaissez pas les maisons, c'est pas le temps de retirer la clause d'inspection, malheureusement, puis vous allez trouver une maison que vous allez pouvoir faire inspecter parce qu'on va se le dire, ça arrive que des gens la retirent, la clause d'inspection, puis ils pensent pouvoir gagner comme ça, mais plus tard, ils peuvent avoir des problèmes. Alors, nous, comme courtier, c'est sûr qu'on ne peut pas vous recommander de retirer cette clause-là. Donc, à moins que vous ayez des connaissances majeures en construction, que vous soyez vous-même, vous dépassiez l'inspecteur en bâtiment. Ça m'est déjà arrivé, je suis transparent. J'en ai des clients acheteurs qui ont décidé d'acheter sans faire inspecter. Est-ce que, par contre, notre responsabilité à nous, c'est que les gens comprennent en quoi ça implique comme responsabilité par la suite et comme conséquence. Une fois qu'on a dit ça, puis on a expliqué ça aux gens, bien sûr, ça devient un libre-choix. C'est pas une loi. Il y en a des gens qui disaient à un moment donné, il faudrait que l'inspection soit obligatoire au Québec. C'est que là, il faudrait réglementer tout ça. Il faudrait qu'il y ait un ordre bien établi pour les inspecteurs en bâtiment. Quoique les règles vont se resserrer bientôt. Il y a des règlements vraiment plus serrés entourant la profession d'inspecteur qui s'en viennent. Puis tant qu'à moi, je le dis, ça serait pas une mauvaise chose que ça devienne obligatoire parce que ça demeure une connaissance du bâtiment, ça demeure une protection. Je ne serais pas contre l'idée. Certains seront pour ou contre ce que je viens de dire là, mais en quelque part, c'est un carnet d'entretien c'est un carnet d'entretien sur la propriété. Parlant de tout ça, Mel, aujourd'hui, sujet vraiment intéressant. Écoute,
Dans les cas de suivi après inspection, ce qui ressort, qui fait le plus peur aux gens, souvent, c'est de la moisissure, de la contamination. Ça fait peur quand vous ne connaissez pas ça. Puis notre prochaine invité, vraiment, va démystifier cette question-là, va nous dire comment éviter les enjeux de moisissure dans une maison, comment s'en débarrasser. Puis vous allez voir, il a travaillé sur des cas extrêmes, mais des fois, c'est plus banal que vous pensez. Puis c'est des petites choses qui peuvent arriver à corriger ces situations-là. Puis qui dit moisissure ne veut pas dire maladie tout de suite, là. Vous ne mourrez pas demain matin, mais c'est des enjeux qu'il faut corriger. C'est très important. Alors, on lui parle. On reçoit Dominique Giguère du groupe GBF. C'est une grande fierté de le recevoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Sans Vice Caché. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans vice caché. Bien, on est bien heureux aujourd'hui à Sans Vice Caché d'avoir Dominique Giguère avec nous qui va nous parler de ce sujet-là qui est tout l'aspect des contaminations. Comment ça va, Dominique? Bonjour Yannick, bonjour Mélanie, ça va très bien. Hey, merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Quand j'ai su que tu venais nous parler au balado Sans Vice Caché, je me disais, ça c'est le fun parce que s'il y a un mot qui fait peur aux gens dans la vie en immobilier, moisissure. Là, ils voient ça, là, c'est la panique totale, mais tu vas dédramatiser ou dramatiser selon le cas. Effectivement. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Effectivement. Alors, écoutez, souvent, on est appelé dans des dossiers, moi ou mon entreprise, et puis on sent une tension. On arrive là-bas, on voit le client, on voit les courtiers, on voit les acheteurs, parce que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc, suite à l'inspection, ils nous appellent, on va rencontrer les gens, et là, tout ce beau monde-là est devant nous. Et là, tout le monde est inquiet, tout le monde est stressé. À la limite, j'ai entendu de toutes les sortes. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'il faut sortir de la maison? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Ça va pas bien quand ça arrive. Ça va pas bien, c'est ça, exactement. Ça va jamais bien. Mais il faut un petit peu dédramatiser les choses. Ce qu'il faut savoir au Québec, je vais parler du Québec principalement parce que c'est ici qu'on opère. Il n'y a pas grand maison qu'il n'y a pas de moisissure. Es-tu sérieux? On en a tous un peu en quelque part. Mon Dieu, c'est où chez nous? La plupart du temps, on ne le sait pas. Ben, je trouvais que Mélanie avait une odeur suspecte ce matin. Ça peut-tu Non, il parle de la maison. Ah, la maison. Alors, que ce soit dans le silicone autour de notre bain, que ce soit à la base de nos fenêtres, quand il y a un petit peu de condensation dans la vitre, l'eau va couler, que ce soit autour d'un conduit de ventilation qui est trop près d'un mur extérieur. Alors, c'est sûr, si on se met à chercher, puis on se met à, entre guillemets, découper la maison en petits bouts, on va en trouver quelque part. OK? Donc, la moisissure en tant que telle, on vit avec depuis la nuit des temps. Il y en a à l'extérieur. On en respire. Notre système à nous, c'est un écosystème. On a appris à vivre et survivre avec ça. Ceci étant dit, ce qu'on a besoin, c'est un équilibre entre sur quoi qu'on est exposé à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, et ce qu'on va retrouver dans notre bâtiment. Lorsqu'il y a un équilibre entre les deux, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est lorsqu'on a un déséquilibre entre les deux, ben c'est là que, généralement, les premiers symptômes vont apparaître. Puis disons-le, Dominique, le déséquilibre peut souvent, tu le vois fréquemment. Oui. Quand on parle de moisissure, nous, comme courtier immobilier, on parle bien souvent de l'entretoit de la maison. Absolument. Donc, pour les gens qui écoutent ou qui regardent Sans Vice Caché, on parle vraiment le grenier. Le grenier de la maison qu'on va retrouver. Puis souvent, même, ça n'a pas rapport que la maison soit neuve, pas neuve. Absolument. On va trouver. Puis c'est quoi tu sais, quand tu parles de balancement, là, il est où le danger quand vraiment c'est contaminé en haut? On a beaucoup de moisissure. Qu'est-ce qui peut arriver au niveau de l'air? Bien, au niveau de l'air, quand on a un trouble dans le fond, c'est un trouble de condensation. Ouais. Parce que qu'est-ce qui amène au problème de moisissure dans l'entretoit? Il peut y avoir mille et une choses, mais au bout, juste avant la moisissure, c'est la condensation. Et lorsqu'on a une condensation qui est généralisée, causée par différents problèmes, à ce moment-là, on va voir sur notre pontage, le fameux plywood, en bon québécois, on va voir des petits picots noirs qui vont apparaître. Quelques petits picots noirs, c'est pas la fin du monde, OK? Ça se nettoie très bien, on peut en venir à bout, c'est pas un problème. Mais lorsque ça devient généralisé, lorsque l'entretoit est noir au complet sur les surfaces, ben là, il peut finir par avoir un échange d'air entre la portion contaminée de l'entretoit. Dominique, d'ailleurs, pour ceux qui regardent le balado, qui ne l'écoutent pas, on voit un bel exemple là, d'un toit. Messieurs, mesdames, ce que vous voyez là en noir, là, Dominique, c'est pas du brûlé. C'est pas un feu, là. Non, c'est pas brûlé. Dis-nous, c'est quoi? Alors, c'est la moisissure. Hey. Alors, si on ferait analyser ça
Un laboratoire pourrait nous dire exactement c'est quoi, quel type de moisissure. Mais c'est pas un feu, c'est de la moisissure. Ça a été causé par une condensation extrême. Prolongée aussi. Prolongée, absolument. Donc, ce qu'on vient de voir à l'écran, c'est un toit plat, en fait. OK. C'est un toit plat. Accumulation d'eau plus fréquente. En fait, peu de ventilation. C'est ça. C'est ça aussi. Plus vieille construction, manque d'étanchéité au niveau du pare-vapeur, au niveau de le facteur de résistance thermique, là, la cote R de l'isolation, n'est pas aux normes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez, les changements climatiques, là, on le vit là, présentement. Là. Plus 2 une journée, moins 15 le lendemain, plus 5, moins 20, ça affecte nos bâtiments, ça. Mm-hmm. Alors, c'est une de ces raisons-là, le code du bâtiment, la mise à jour, l'étanchéité des pare-vapeurs, une quantité suffisante d'isolation, une bonne ventilation peut éviter à long terme et à moyen terme la présence de moisissure dans nos bâtiments. Tu as parlé de plusieurs types de moissures. Oui. Il y en a plein de sortes. Là. Écoutez, je me souviens d'un tournage qu'on a fait, Yannick et moi, dans une émission. Oui. Résidence maudite, pour ceux qui ont écouté qui ont regardé la série. Ouais. On était allés à Gatineau, puis dans cette maison-là, c'était un propriétaire qui avait abandonné la propriété. Il y avait eu infiltration d'eau, tout ça. Il y en avait de toutes les couleurs. Moisissure, de la mauve, de la noire. Tu sais, on n'avait jamais vu ça, mais on avait un kit précis, là, justement, protecteur. Oui. C'était comme le biodôme. Oui, bien, en fait, des plantes multicolores. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est le mot exact m'échappe à l'instant, là, puis s'il me revient, je vais vous le dire. C'est un organisme. C'est un organisme en vivant. tant que tel qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'une température X, qui a besoin d'humidité. Puis du moment où lui, il a toute la recette est parfaite pour lui, c'est comme nous. Hein? Ça le nourrit. Ça le nourrit, et bien voilà, c'est parti. Et puis, vous peut voir pas grand-chose qui peut l'arrêter, à l'exception des travaux de décontamination et de corriger la source du problème. Bien, c'est ça. Donc, ça ne donne rien de décontaminer un grenier, par exemple, si on ne change pas la source du problème. Absolument. Donc, s'il manque de ventilation, il faut en ajouter. S'il y a une fuite, il y a eu une infiltration par la toiture, bien, il faut corriger, il faut remplacer la toiture. On doit tout d'abord corriger la cause. Oui. OK. On en a des appels, on en a des clients qui nous disent, écoutez, je suis limité dans mon budget, je voudrais juste seulement enlever la moisissure, puis plus tard, on explique aux clients qu'ils prennent le problème à l'envers. Alors, on doit d'abord régler la cause. À la limite, d'avoir un petit peu de moisissure, ça ne me dérange pas. Mais si cette moisissure-là est dans un endroit qui devient sec, qui n'a plus d'humidité, et puis qui a une température contrôlée, va beaucoup moins proliférer. Donc, si on règle la cause en premier, on va éviter une prolifération de cette moisissure-là. Donc, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il faut régler la cause tout d'abord, comme j'ai un peu expliqué tantôt. Les causes principales, mauvaise ventilation, problème au niveau de l'isolation et un des plus grands fléaux que les gens ne parlent pas, qui ne veulent pas, c'est l'étanchéité du pare-vapeur. S'il y a des architectes, des ingénieurs qui m'écoutent, ça va leur allumer une lumière dans la tête. On le voit dans les devis commerciaux, là, tout ce qui est isolation par vapeur, la fameuse phrase « étanchéité continue du par-vapeur entre la zone chaude et la zone froide », elle est primordiale. Puis Dominique, merci d'en parler. Puis on va le préciser, ça, ce que tu dis pour les gens qui n'ont pas la notion de construction, parce que nous, dans le domaine du courtage mobilier, on entend souvent parler du pare-vapeur. Le pare-vapeur, corrige-moi, ça se trouve être la membrane de plastique, finalement, on va le dire comme ça. Là. C'est la membrane de plastique qui vient contenir l'isolant entre la partie chaude qui est le bâtiment et la partie froide. Et ça, quand tu dis que le pare-vapeur, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas étanche et qu'il peut être brisé, déchiré, enlevé, retiré. Puis là, tu brises ta barrière entre les deux domaines, chaud à maison et froid l'entretoit, par exemple. C'est ça? Exactement. C'est ça? Bravo, Yannick. Non, mais on s'est parlé avant, nous autres. Ah, c'est ça. J'ai le texte ici. Là. Merci, Dominique. Cette barrière-là, par vapeur, là, elle est vitale à un bâtiment. OK. Donc, à l'intérieur de la maison, on vit à tous les jours. On génère de l'humidité. C'est tout à fait normal. La maison, le sol, le sous-sol génère plus d'humidité de façon générale. On fait à manger. On prend des douches. Vous savez, même si on a un ventilateur dans la cuisine, même si on a un ventilateur dans la salle de bain, ça ne ramasse pas tout à 100%. Il y en a une portion qui s'en va dans la maison. Et cette humidité-là va aller monter sur, en français, on dit le placo-plâtre, le gypse, au plafond, juste avant le grenier. Et le gypse n'est pas par vapeur.
Okay? Il y a une certaine résistance, mais n'est pas homologué 100% par vapeur. Et l'humidité va venir traverser notre barrière de plastique et aller se loger dans l'entretoit. Qu'on ait un peu d'humidité qui monte dans l'entretoit, à la limite, on peut vivre avec ça. Je dis bien un peu d'humidité. C'est une balance. Alors, je peux avoir un petit peu d'humidité qui va monter, tant aussi longtemps que j'ai une bonne ventilation qui est capable de l'évacuer. Si ma ventilation elle est déficiente, à la moindre humidité qui va monter en haut, elle va rester emprisonnée dans l'entretoit et puis elle va aller se coller sur le pontage. Et cette année, c'est une année extraordinaire pour ça. Probablement que vous l'avez vu dans certains rapports d'inspection cette année. Il y a beaucoup de givre dans les entretoits. Il y a beaucoup de glace qui se forment sous le pontage. C'est une année spéciale pour ça. C'est une année spéciale pour ça. Quand on se ramasse avec des moins 25, moins 30, moins 35, très difficile pour les bâtiments. Et puis, on peut voir à la limite même de la neige sur les clous de bardeaux qui passent au travers. Et ça, c'est un trouble a priori d'étanchéité du pare-vapeur. Ben, tu sais, oui, puis c'est ça, puis c'est encore plus important avec nos changements, nos variations encore de température. Plus important, absolument. Oui. Les gens qui sont jamais allés dans leur entretoit, là, c'est monnaie courante. Là. Oui, c'est vrai. Tout le monde a une maison. Nous autres, ça fait 10 ans qu'on est là. Ça, les vides sanitaires, Dominique. Ah oui, on va en parler aussi. Ça pas dans des maisons, ça. Jamais allé dans l'entretoit. Des propriétaires de plusieurs dizaines d'années ne sont jamais montés dans l'entretoit. Est-ce que les gens devraient faire vérifier l'entretoit sur une base régulière? Bien, à la limite, déjà la base eux-mêmes, à raison d'une fois par saison. Ah, par saison? Pourquoi pas? Alors, une fois par saison, on monte dans l'entretoit. On peut juste se passer la tête par la trappe pour commencer et on se permet d'observer. On prend des photos. On garde les photos avec nous. Saison d'après, on refait la même chose. On compare nos photos. Saison d'après, on fait ça 4 fois durant notre année. Et là, on regarde nos photos, on compare nos photos. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un changement? Ah, écoute, je vois de la glace dans mon entretoit entre ma période automnale et ma période hivernale. Ah, je me suis rendu compte que on est en hiver et puis je regarde, je suis en avant, je suis debout dans la rue, je regarde ma maison, mais j'ai des espèces de gros glaçons sur un côté, on appelle ça un barrage de glace. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé? Donc, juste le fait de prendre le temps d'observer de façon régulièrement, on peut prévenir à moyen et à long terme des coûts très onéreux d'être obligé de réparer. On aime mieux prendre un problème dès le départ que d'attendre des années et des années et des années plus tard. Je suis content de t'entendre dire ça, mais en même temps, je serais mal à l'aise ou il y a quelque chose qui ne marcherait pas si je te disais pas que je connais personne qui fait ça. C'est vrai. Mais il faut en parler. Non, mais je suis content que tu en parles à 100 vis cachés parce que je trouve que c'est un bon message à lancer aux gens parce que je reviens à ce que je disais tantôt. Dans notre vie de courtier, pour bien des gens, ce qu'on voit, c'est que l'entretoit, il n'existe pas, puis le vide sanitaire au sol, il n'existe pas. On dirait que personne n'ose y aller. Ils ne veulent jamais aller là. C'est comme un lieu... C'est un lieu sombre. C'est un lieu sombre. Si vous donnez le choix entre investir quelques milliers de dollars dans la cuisine ou quelques milliers de dollars dans le vide sanitaire. Ça, c'est plate. Ça, c'est vrai. Il va l'investir dans sa cuisine, c'est sûr et certain. Puis, si je peux me permettre, tu m'as lancé 2 fois avec un vide sanitaire. C'est exactement le même principe des vides sanitaires. C'est ça. Aujourd'hui, dans nos types de construction, on essaie d'éviter les vides sanitaires le plus possible. Quoi qu'il va sûrement se passer des choses là, avec les inondations qu'on a eues dans les dernières années. La mentalité face à nos sous-sols vont probablement changer dans les prochaines années. On va sûrement éviter d'avoir des sous-sols. Mais malheureusement, le parc immobilier à Montréal et dans ses environs, il est très vieux. Et des vides sanitaires à Montréal, il y en a partout, partout à tous les coins de rue. Et ces fameux vides sanitaires-là, c'est le même principe qu'un entretoit. C'est un endroit qui est sombre, c'est un endroit qui est humide, c'est un endroit qui est peu ventilé, et c'est un endroit parfait pour la moisissure, pour s'y installer. C'est ça. Puis peut-être, on n'a pas parlé depuis le début, Dominique, puis explique aux gens, si tu me permets de te poser la question, explique aux gens, tu sais, tu disais tantôt, les gens t'accueillent en disant, écoute, je vais-tu mourir dans ma maison? Mais explique-le, il y a un enjeu, la moisissure peut créer à long terme. Qu'est-ce que ça peut créer dans la maison qui peut être dangereux pour les occupants? Explique-nous ça. OK. La moisissure en tant que telle, là, avant d'en décéder, il faut qu'il y en ait eu beaucoup, il faut qu'il y en ait eu longtemps. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, lorsqu'on est exposé à ça, pour que ça devienne un problème pour nous, on doit être je cherche le bon mot, vous m'excusez. Prédisposé, exactement. Donc, des jeunes enfants, des gens qui sont plus âgés, des gens qui ont des problèmes pulmonaires,
des gens qui ont des problèmes cardiaques, ou ce qu'ils vont avoir le système immunitaire plus bas, ou qui n'ont carrément pas de système immunitaire. À ce moment-là, ça devient dangereux pour ce type de client-là. Il y a un exemple qui me vient en tête, si je peux me permettre. Un des types de moisissures qu'on voit régulièrement s'appelle l'Aspergillus penicillium. Bon, l'Aspergillus, il y en a différents types. Penicillium regroupe plusieurs types de moisissures ensemble. Les fameuses petites taches noires là, qu'on va voir là, souvent. Là, okay? Donc, on a une infiltration d'eau, on a un problème d'humidité. Ça a une odeur de vieux sous-sol, de terre mouillée. Alors, moi, quand j'arrive chez quelqu'un, ou même je rencontre des gens, même des gens de ma propre famille. Tu le sais quand tu rentres. Je le sais. Alors, j'ai fini après 20 quelques années à être dans le domaine de l'isolation et de la décontamination. Je vais le sentir à l'odeur. C'est officiel. Et puis, j'ai un cas en particulier, des gens âgés, malheureusement, qui en sont décédés. Ah, oui. Donc, oui, absolument. Alors, on avait un niveau d'Aspergillus extrêmement élevé. Mais quand je dis extrêmement élevé, là, je vais vous donner un exemple. À l'extérieur, donc, si on prend une analyse d'air extérieur, puis on regarde, parce qu'il y en a naturellement dans l'air, mon taux d'Aspergillus est à peu près à 2500. OK, 2500 spores mètres cubes. C'est comme ça qu'on calcule les spores de moisissure. Et après une analyse d'air à l'intérieur de la maison, on était à 127 000 spores d'Aspergillus sur des personnes âgées plus de 80 ans qui avaient déjà un système immunitaire affaibli. Donc, ce qui s'est passé, puis c'est ce que ça répond à ta question, c'est que les gens ont développé des maladies pulmonaires causées par ça. Ah, ouais. Okay? Et on a beau prendre des antibiotiques, ça ne guérit pas. Et une par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, après quelques mois, voire un an, malheureusement, la maladie a pris le dessus. Et ça, c'est un cas extrême. Okay? Ouais. Sinon, à 99,9% des cas, on est capable de vivre avec ça. Ouais. On ne panique pas. OK? Il y a des processus qui peuvent être mis en branle pour vous aider. À titre d'exemple, on a un drain français qui ne fonctionne plus dans un sous-sol. Depuis une bonne dizaine d'années, ça s'est mis à picoter en arrière des moulures dans notre sous-sol. On a une odeur de vieille cave humide. Bon, OK. Il y a de la moisissure, il y a de l'humidité, il y a des spores qui sont dans l'air. Alors, ce qu'on va venir faire, à titre préventif, avant de s'impliquer dans le dossier, c'est qu'on va venir sceller le sous-sol avec le restant de la maison et on va venir créer une pression négative. C'est ça la base de la moisissure. Alors, il y a un protocole dans la moisissure, contrairement à l'amiante. Alors, l'amiante, c'est une loi. Oui. OK? La moisissure, c'est un protocole. Alors, le protocole, c'est une ligne directrice dans laquelle on va se baser pour effectuer nos travaux. Les différents laboratoires, OK, vont nous émettre des protocoles, dépendamment de nos demandes, dépendamment de ce qu'on a besoin. Donc, une des premières choses dans un protocole, quand on fait des travaux de décontamination, mais attention, je parle des travaux de décontamination de modéré à sévère. Je ne parle pas de des petits affaires dans le coin de ma douche non, où j'ai une demi-pièce en bas qui est picotée parce qu'il y a un peu d'eau. Il y a un peu de bon sens là-dedans. Je parle on va démolir le sous-sol au complet, puis on va rentrer dans des gros travaux. À ce moment-là, on va créer une pression négative. On va mettre un système de filtration HEPA, H-E-P-A, qui va venir aspirer l'air dans la zone des travaux, soit dans le sous-sol, et cet air-là va passer au travers de 3 stages de filtration. Pré-filtre, filtre principal, rigide, et filtre HEPA, H-E-P-A. Cet air-là, l'autre côté de la machine qui va sortir, on va l'envoyer à l'extérieur par une fenêtre, par un système de canalisation, de ventilation. Et là, ça va venir créer une pression négative. Et là, on prend l'air propre de la maison. L'air propre de la maison va venir pousser sur l'air sale, va envoyer l'air sale dans la machine et va être évacué à l'extérieur. On envoie une air propre à l'extérieur. Donc, on vient d'éliminer le risque de créer un effet cheminée qu'on appelle, qui est de prendre les moisissures qui sont en bas puis de les envoyer en haut dans la maison. C'est carrément de passer l'aspirateur sur carrément, ton air. Exactement. C'est comme ça qu'on peut le figurer. Exactement. Ben ça, comme tu dis, c'est le cas extrême.
OK? Le cas extrême. Le cas classique qu'on voit souvent, nous, comme courtiers, après les inspections dans l'entretoit, il faut faire décontaminer l'entretoit, ou bien les gens ont entreposé des boîtes collées sur le gyps, au sol, puis là, ça crée de la moisissure. Bon, c'est pas majeur, mais il faut s'en occuper pareil. Puis il y a des institutions financières qui n'aiment pas ça quand c'est écrit moisissure. Ça commence à être difficile à financer. Là. Exactement. Donc, comment ça se passe? Moi, souvent, je dédramatise parce qu'une décontamination d'entretoit, ça se fait très facilement. Absolument. Là. Donc, comment ça fonctionne? Ça a extrêmement évolué avec les années. Moi, il y a 15-20 ans, les techniques de décontamination, c'était à la glace sèche. Alors, ça coûtait extrêmement cher. Même moi, j'avais un certain malaise de dire aux clients, ça va vous coûter 15, 20, 25 000, 30 000 $ de décontamination. On arrive avec le gros camion, les gros boyaux, et on va venir sabler l'intérieur complet de l'entretoit. Bon. Tout aussi bien que tout arraché. Rendu là, c'est ce que je disais aux clients. Enlever tout et puis recommencer à neuf. Et tant qu'à payer des sommes astronomiques, tout aussi bien d'avoir du neuf. Aujourd'hui, il y a des traitements chimiques qui sont arrivés, qui sont extrêmement efficaces. OK? Ceci étant dit, je vais mettre un bémol à ça. OK? Parce qu'il y a différents types d'entreprises, il y a différents types d'entrepreneurs. Ah, ça, on l'a vu. Il y a des variantes incroyables. Écoutez, c'est hallucinant dans ton domaine. Des soumissions qui doublent, qui dédoublent, puis c'est pas les mêmes. Comment ça marche, cette affaire-là? En fait, la façon, et c'est très simple. Quand vous désirez travailler avec un entrepreneur en décontamination, posez-lui la question. La question, c'est quelles sont tes assurances pour effectuer le travail? OK? Parce que pour faire de la décontamination, ça prend une assurance pollution. OK? Et subséquent à ça, très fortement recommandé d'avoir une assurance erreur-omission. OK. Et ce sont les deux assurances qui coûtent le plus cher au Québec. Ça coûte, pour une entreprise comme moi, pas plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de dollars par année pour être assuré. Ah oui. Malgré le fait qu'on n'a jamais eu de réclamation depuis de nombreuses dizaines d'années. Mais s'il y en avait, c'est que ça coûterait cher, là. S'il y avait une réclamation... Donc, les entrepreneurs qui s'improvisent n'ont pas ces assurances-là, n'ont pas les moyens de se payer ces assurances-là. Donc, pas de recours si le travail était mal fait. Exactement. La deuxième des choses, la licence. OK? Peu importe ce qu'on peut penser de la nécessité d'une licence, il y a des lois, on doit suivre les lois. Et au Québec, pour effectuer des travaux, on doit posséder une licence de la Régie du bâtiment du Québec. OK? Pour les travaux dans l'entretoit, isolation, décontamination, si je ne m'abuse, je ne me trompe pas, puis je suis assez sûr de mon affaire, la numéro 7. Donc, ça va toucher l'étanchéité, ça va toucher l'isolation, ça va toucher les travaux de décontamination, les toitures. C'est assez large comme sous-traitance. Parce que, parenthèse, quand vous décontaminez, vous pouvez faire des correctifs aussi dans l'entretoit. Tu sais, souvent, on voit des conduits de hotte de cuisine. Ça, c'est le classique. La qui douche. se jettent dans l'entretoit. Ouais, oui, c'est ça. Ou la ventilateur de salle de bain qui se jette dans l'entretoit. Ouais. Ça crée ça, c'est de le plus fréquent, Dominique, ça. Absolument. C'est un classique, ça. Donc, l'entrepreneur en décontamination qui possède toutes ses licences nécessaires n'a pas besoin d'être nécessairement un entrepreneur général parce qu'il ne fera pas de travaux de structure, il ne touchera pas à l'électricité, il ne touchera pas à la plomberie, mais au niveau des différentes licences, il va être capable de procéder au changement de l'isolant, procéder à l'étanchéité du pare-vapeur, bloquer les louves latérales. C'est la première fois que vous m'entendez dire ça, mais les fameux... les œils de bœuf. Les œils de bœuf dans les côtés, ça l'empêche le bon fonctionnement et la bonne circulation entre les soffites et le fameux maximum sur le toit. Ça, pour ceux qui ont ou celles qui n'ont pas compris, là, juste pour le figurer pour les gens, ça se trouve à être les genres de grillages que vous avez des fois à la hauteur, là, chaque côté de la maison qui ont là les trappes de ventilation. Dans les pignons, c'est ça. Dans les pignons, exact. Puis là, en plus, quand tu peux nous expliquer, Dominique, quand tu as le ventilateur maximum qu'on appelle sur le dessus, ça vient annuler l'effet, je pense, du fonctionnement. Absolument. Dans certains cas précis, je vais mettre un petit bémol, dans certains cas précis, les œils de bœuf sont à conserver. OK, je le mentionne pour pas qu'on reçoive des messages disant bon, on comprend. Par contre, dans la majorité des cas, les œils de bœuf doivent être fermés parce que un maximum, l'espèce de petite maison en tôle là, qu'on a sur le dessus. Genre de cheminée, là. Exactement. C'est paresseux, ça. Donc, le fonctionnement de ça, c'est un maximum sur les 4 côtés. Lorsque le vent va frapper 2 des côtés, ça va créer une succion sur les 2 autres côtés qui sont opposés. Ça va créer une succion dans l'entretoit et le maximum va permettre d'évacuer l'air de l'entretoit.
Si on a des œils de bœuf qui sont ouverts à chaque côté, ben lui, il est paresseux. Il sera pas capable d'aller chercher son air dans le fin fond des soffites au bout. Il va aller chercher son air dans les œils de bœuf et ça va empêcher une bonne évacuation complète de l'humidité et de la chaleur de votre entretoit. Alors, la plupart des inspecteurs en bâtiment vont le mentionner dans leur inspection, leur rapport. On vient obturer les œils de bœuf chaque côté pour maximiser la ventilation entre le maximum et les soffites de chaque côté. Puis ce qui fait peur aussi aux gens quand on parle de décontamination, là, on ne se cachera pas, c'est comme tu l'as mentionné un peu, il y a un coût quand même assez élevé pour ces travaux-là. Puis on a des photos du processus. Là. C'est un processus où vous ne faites pas ça, vous autres, en T-shirt et en Bermuda fleuri l'été. C'est avec un masque, un kit complet. Là, on le voit à l'image ici. C'est quoi qu'on voit ici, Dominique? Ben là, ici, on voit une décontamination chimique suite à un incendie. Ouais. Donc, dans un magasin qui vendait des produits pour la piscine, donc on a du chlore qui a passé au feu. Donc, on était ce qu'on appelle l'anglicisme, on appelle ça le hazmat. Mm-hmm. On a dû intervenir pour retirer la matière dangereuse, le chlore et tout ça. Et puis ça, c'était emballé dans des tonneaux identifiés avec les livres, le SIMDUT. Et puis, ça a été transporté dans un lieu sécuritaire et entreposé. Moi, ça me fait penser, je t'écoute parler, là. C'est quoi le pire cas que tu as vu dans ta carrière? Au niveau de la décontamination va toucher plusieurs types de décontamination. Amiante, moisissure, il y a du beryllium, il y a du plomb. Mais très peu, voire certains d'entre nous, ont fait de la décontamination de scènes de crime. Et les scènes de crime, ça peut devenir très difficile. C'est clair. Très, très, très difficile parce que 99% du temps, lorsqu'on intervient, la dépouille n'est plus sur place ou elle est tout près d'être évacuée. Et nous, on va intervenir et puis, écoutez, je n'irai pas dans le détail, mais vous comprenez ce que ça peut impliquer une scène de crime. Violente, la plupart du temps, parce que lorsqu'on est à appeler une entreprise spécialisée en décontamination, c'est parce qu'il y a eu de la violence. Il s'est passé quelque chose. Et puis, c'est ça. C'est ça le pire qu'on peut voir. Là. J'ai un de mes collègues qui a une entreprise qui en fait beaucoup plus que moi. Moi, je vieillis et puis j'ai pas peur de le dire. Là, les années ont fait leur effet. Et puis, l'effet psychologique sur ce genre de scène-là est très difficile parce que malgré que le corps ne soit plus là, on peut facilement se recréer la scène. C'est ça. Notre cerveau le fait automatiquement. Donc, c'est pas mal le pire des tu aurais-tu que tu as été marqué, toi, par des scènes que tu as vues comme ça? Ah, plus que marqué. Marqué, médicamenté, et est obligé de faire un arrêt complet de scène de crime pendant une période de 2 à 3 ans, là, en fait. Parce que je n'ai pas été capable d'y retourner. Fait que ça va au-delà du travail, tu sais, dans le sens que c'est pas juste une substance, là. C'est pas, exactement. Et, vous savez, que ce soit au niveau des pompiers, policiers, paramédics, ma conjointe est paramédic. Elle l'est depuis 15-16 ans à peu près. Ce sont 3 corps de métier qui sont assujettis à avoir des scènes terribles et très difficiles. La décontamination de scènes de crime, on n'en parle pas. OK? Mais on est un peu, entre guillemets, le 4e corps de métier qu'on est directement exposé à ça. C'est clair. Et j'oublierai jamais, une fois dans ma vie, j'étais dans un magasin grande surface en train d'acheter du matériel. Et la personne qui travaillait là, c'est un ancien policier. Et puis, vous savez, des fois, on magasine, on ajoute des matériaux, on jase avec le vendeur et tout ça. Puis, il me disait, hey, moi, je suis un ancien policier, je suis un ancien retraité aux enquêtes. Je dis, hey, moi, je suis un nettoyeur de scène de crime. Et il m'a regardé, il m'a donné la main, puis il m'a dit, merci pour ton service. Un peu le même principe qu'on dit pour les militaires, quand on les regarde, on leur donne la main, merci pour votre service. Aux policiers, merci pour votre service. Bien, les gens qui décontaminent des scènes de crime, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, puis ça en prend. C'est quoi, Dominique? Je te serre la main. Ah, parce que je l'apprécie. Non, c'est parce que tu le sais pas. Tu le sais pas, c'est pas grave, mais moi, je suis un ancien policier. Pas vrai? Puis j'ai vu des dizaines, sinon des centaines de scènes de crime. Puis je te remercie pour ce que tu as fait et ce que tu fais encore. Écoute, je suis content de pouvoir. Non, je sais que tu ne le savais pas. Ça fait la beauté de la chose. Okay. Pourtant, d'habitude, Yannick, il dit ça en premier. Oui, non, je ne savais pas. C'est un running gang, nous autres. Mélanie, elle me taquine. Faut pas que j'en parle de ça. J'ai juste fait ça 23 ans, mais j'en parle pas. Non, mais sincèrement, pour vrai, oui. Moi, j'étais journaliste avant. OK. Fait que moi, j'arrivais après tout le monde quand tout était. Tu sais, on n'avait pas accès à ces lieux-là, mais ça reste que c'est nécessaire. C'est nécessaire, absolument. Parce que sinon,
encore là, dans Résidence maudite, on abordait ce côté-là des maisons. Oh, tu décroches à un moment donné cette émission-là, Mel. Il y a des gens qui achètent des propriétés par la suite qui ont été marquées par un drame, d'où l'importance d'une décontamination bien faite, professionnelle. Absolument. Le corps humain contient des bactéries. Et puis, quand ça fait 1 semaine, 3 semaines, 1 mois que le corps est là, il faut intervenir. On n'a pas le choix. Non, c'est clair. Moi, je vais te confier quelque chose, puis je le confie ici, là, ça ne me dérange pas de le dire, mais j'ai été sur des scènes de crime, comme puis tu l'as probablement vécu, là, où l'odeur m'a resté dans le nez pendant plusieurs jours. Puis j'avais beau me laver, j'ai déjà mis mon linge, mes vêtements, pas à laveuse. Je les ai mis dans un sac de vidange dans le container dehors. Puis écoute, il n'y avait rien à faire pour m'enlever. Quand tu as senti cette odeur-là une fois dans ta vie, on dirait que tu l'oublies. Ton corps ne peut pas, ton cerveau ne peut pas oublier ça. Tu peux pas oublier ça. Bref. En fait, une chance que ça arrive quand même pas trop souvent. Non, c'est ça. Trop souvent, oui, ça arrive trop souvent. Mais dans la majorité des cas qu'on observe, heureusement, ce sont des cas mineurs de décontamination quand on parle d'une maison standard. Là, puis de... Il y a un entre-toi. Là. Moi, c'est ça. Les gens je voulais aller au vide sanitaire. Oui, mais je vais aller au vide sanitaire. On va y aller. En même temps, j'imagine qu'on va parler de Cindy un peu. Tu avais sûrement ça en tête. Oui. Là. Mais moi, je veux que les gens sachent, grosso modo, je sais que ça doit marcher au pied carré, tout ça, mais combien ça coûte? Comme une moyenne, là. Je veux pas que tu me donnes tu lances des prix comme ça. Est-ce que c'est dispendieux faire décontaminer comme ça un entre-toi, mettons? Je te rassure, une décontamination au pied carré, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, lorsque vous appelez un entrepreneur et qu'il vous demande, vous avez combien de pieds carrés, il y a des dizaines de facteurs qui peuvent changer un prix d'une décontamination. La grosseur de la trappe, l'accessibilité. Si on a besoin de sortir l'isolant, et puis je vais vous donner un exemple, j'ai 300 mètres à marcher entre la maison, puis le camion, puis le conteneur, versus 25 mètres à marcher, c'est pas le même temps, c'est pas la même chose. Bon. Une décontamination de base, OK, généralement dans les eaux de 1500 à 1800 $ pour ce qui va couvrir les assurances, ce qui va couvrir l'habit intégral, le fameux Tyvek qu'on appelle, OK, les masques, le masque plein, les filtres chaque côté des masques sont des filtres P100, OV, combinés, charbon pour l'odeur, pour les produits. L'application des produits, l'achat, l'application des produits, le brossage. Alors, il y a beaucoup trop de pseudo-décontaminateurs, je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Il y a des facteurs. Push, puis c'est fini, tout est beau. Non, il faut que ça soit brossé, il faut que ce soit mécaniquement travaillé. Puis après ça, ça prend un fongicide, ça prend un biocide. Après ça, ça prend un rapport photographique à remettre au client. Ça prend une garantie. Si la cause a été réglée, on peut se permettre de donner une garantie transférable dans ces dossiers-là. Fait que je vous dirais, Yannick, pour répondre à ta question, dans les eaux de 1500 à 1800, et puis si il faut tout sortir l'isolant, refaire les pare-vapeurs, réisoler au complet à neuf, décontaminer, puis tout le kit, la grosse job, corriger, on peut parler dans les eaux à peu près de 10 à 12 000 $ plus les taxes applicables. Bon, ça donne une bonne idée. Là. Mais au moins, c'est une sécurité additionnelle. Absolument. Puis, pour ce qui est des vides sanitaires, on en a parlé brièvement tantôt, parce que beaucoup de gens à Montréal ont ça, ou des gens en région. Beaucoup de maisons âgées ont des vides sanitaires, des caves en terre. Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser le vide sanitaire? Là? Si on pense que c'est trop humide, nous, on l'a vécu aux îles de la Madeleine. Il y a beaucoup de gens qui ont des caves en terre, qui ont mis toutes sortes de choses dans le sous-sol. Bon, on ne peut pas appeler ça un sous-sol, mais dans la cave de service, si on veut des humidificateurs, un petit chauffage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos vides sanitaires? La première des choses, c'est mettre un déshumidificateur. Il faut déshumidifier. La deuxième des choses, il faut chauffer. Ah, je suis pas pire, hein? Oui, l'ordre était parfaite. La troisième des choses, il ne faut pas avoir d'infiltration d'eau. Ouais. Alors là, on regarde nos fondations, souvent en pierre et moellon, OK? Parce que c'est souvent des vieux bâtiments. Et puis là, il y a une technique particulière. On ne peut pas recouvrir d'isolant pulvérisé une fondation en pierre et moellon. Elle doit respirer. Donc, il y a différentes techniques pour étanchéiser ce type de fondation-là. On ne veut plus avoir d'eau qui rentre. OK, mais ça, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire que la fameuse uréthane qui couvre partout la vieille fondation à l'intérieur, c'est pas bon, ça? Non. Jamais. Non. Vous allez écouter, 5 ans plus tard, vous allez enlever un morceau d'uréthane, puis vous allez pouvoir prendre votre fondation comme si c'était une boule de crème glacée. Là, elle va se défendre. OK. Non, du pierre et moellon, ça doit respirer. Si on a besoin de faire l'étanchéité de tout ça, on fait ça de deux façons. Par l'extérieur, excavation, nettoyage, curtage.
Et puis, on va venir appliquer une membrane, exemple de polyuréa flexible, qui va venir épouser toutes les formes complètement de la fondation. Et si elle est faite comme ça de l'extérieur, bien, de l'intérieur, avec notre déshumidificateur et notre chauffage, elle va bien se ventiler, il n'y aura pas de problème. Mais si on va appliquer de l'uréthane giclé à l'intérieur, puis qu'on vient emprisonner entre la terre extérieure et l'uréthane toute l'humidité qui est contenue, vous aimerez pas la facture qui va venir après. Ça va être carrément de lever la maison puis de changer les fondations. Tu dois en voir énormément parce qu'on en voit beaucoup. On en voit énormément. Ouais. Puis pour terminer, Mélanie, si tu me permets, le fameux par-vapeur au sol, on veut couper l'humidité au maximum. Par vapeur, c'est 6 millièmes. C'est pas du polythène à peinture, ce genre de choses-là. Donc, un par-vapeur homologué, 6 millièmes, on dépose ça au sol et on va aller le sceller par terre autour de nos poteaux, autour de notre puits de captation des eaux. Donc, ce qu'on ne veut pas avec un par-vapeur, c'est qu'il y ait des trous dedans. On veut le sceller. J'ai quelqu'un dans le passé, un ingénieur, qui m'a dit, Dominique, chaque trou, 1 pouce, 2,5 cm, laisse passer l'équivalent d'une tasse d'eau par mois. Alors, imaginez-vous un par-vapeur dans un grenier qui n'est pas scellé ou un par-vapeur dans un vide sanitaire qui n'est pas bien scellé, la quantité d'humidité qui peut passer au travers. Ah oui. Puis quand il va avec des choses plus mineures, au début, tu parlais du tour de la douche, le joint du bain. Toutes des petites choses d'entretien que les gens peuvent faire eux-mêmes. On n'a pas besoin d'appeler une compagnie. Là. Il y a des produits en vente libre. C'est plus sécuritaire de le faire soi-même. On n'a pas besoin... Ça dépend où c'est rendu. Là. On a vu des cas extrêmes de joints de douche assez avancés. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Une fois par année, là, de toute façon, lorsqu'on fait l'entretien régulier de notre maison, on constate visuellement qu'est-ce qui peut se passer. Il y a un produit qui est très, très, très efficace pour la moisissure, c'est le fameux TSP. Le dégraisseur à béton, le TSP en vente libre dans tous les bons quincailliers. Vous faites la recette et prenez une petite brosse à dents et on va brosser la surface avec du TSP. C'est abrasif, très efficace. Faites pas ça sur un meuble fini ou sur un plancher de bois franc, là. Mais les coins de douche, la céramique, les fameuses douches qui coulent dans les coins là, qu'on voit avec la moulure. Là. On enlève la moulure, on coupe un petit peu de gyps, on prend un peu de TSP, on va bien nettoyer, on fait bien assécher, on remet notre moulure, on fait nos scellants et on refait notre scellant de douche comme il faut. S'assurer le bon fonctionnement des ventilateurs, salle de bain, hôte de cuisine. On prend un petit mouchoir, on part le ventilateur, on le met sur notre grille. Est-ce que le mouchoir colle? Est-ce qu'il y a une bonne aspiration? C'est important. On regarde à l'extérieur nos trappes de sortie de ventilateur. Est-ce qu'on a une trappe dans un soffit ou est-ce que toute l'humidité revient dans le soffit puis va venir faire moisir le soffit, l'entretoit? Donc, s'assurer qu'on a le bon morceau au bon endroit pour évacuer l'humidité. Et puis, l'entrée d'eau, les entrées d'eau qui condensent en été. Donc, le fameux bonhomme à l'eau qu'on appelle l'entrée d'eau, on a une piscine, on arrose beaucoup son gazon, en suivant les règlements municipaux, évidemment. Cette fameuse entrée d'eau-là, l'eau qui sort du sol est à environ à 4 degrés Celsius. La température ambiante est à 20, 25, 30 degrés Celsius. Ça va créer de la condensation. Cette condensation-là va venir faire moisir les matériaux qui sont autour. Donc, bien isoler notre entrée d'eau. Il y a des produits en vente libre, un isolant pour tuyauterie qui est conçu pour ça. Normalement, quand on isole les 10, 12, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est tout isoler notre tuyauterie, mais isoler les 10, 12, 15 premiers pieds à la sortie d'une entrée d'eau, ça peut aider à ne pas avoir de moisissure et pas créer de condensation. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire autour de la maison. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'apporter ces précisions-là parce que c'est un aspect un peu nébuleux de l'immobilier. Puis quand les gens magasinent une maison, ils ont peur. J'espère qu'après ta visite, justement, après avoir écouté le balado, là, on est plus outillé là, quand même pour savoir comment s'y prendre s'il y a des cas de moisissure ou autre. Là, c'est ça. Alors, moi, je veux te remercier de ta visite, Dominique. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très agréable. J'ai apprécié. Vraiment. On va te réinviter parce qu'on aurait pu t'en parler encore longtemps. Puis je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de réactions. D'ailleurs, Mélanie, si les gens ont des questions pour Dominique, comment on peut pour nous communiquer avec nous? Les gens peuvent nous écrire mbergeron ou yparent@propriodirect.com. Donc, si vous avez des questions à la suite de ce balado, n'hésitez pas à nous écrire. Ou si vous avez des suggestions, vous avez vécu un cas de moisissure vous-même épouvantable chez vous, vous avez envie d'en parler, bien, ça nous fera plaisir de démystifier tout ça puis peut-être de réinviter Dominique à ce sujet. Dominique Giguère, groupe GBF. Donc, important de le dire, quelqu'un qui est vraiment compétent. Puis tu nous as donné beaucoup de
je trouve, un éclairage très important sur ce qu'il faut poser comme question quand on fait faire des travaux. C'est un épisode à conserver, Ça, c'est un épisode à conserver, mais on va te réinviter, Dominique, si tu es d'accord, pour venir nous voir. Là, d'ailleurs, tout le monde, on veut en profiter aussi pour remercier notre bannière Proprio Direct qui est en arrière aussi, qui supporte le balado Sans Vice Caché depuis le début. On veut remercier tout le monde à la maison qui nous écoute, qui nous regarde, et également l'équipe de Cube Studio, hein, Mélanie, qu'il ne faut pas oublier. Donc, ces gens-là qui veillent à ce qu'on soit capable de faire un balado chaque semaine comme ça, qui soit diffusé. Puis le but, sans prétention, sans vice caché, d'informer aussi les gens. On est diffusé sur multiples plateformes. Vous pouvez nous trouver sur l'application Cube, le site Cube. Vous pouvez également télécharger l'application sur YouTube, également Apple Podcasts et plein d'autres plateformes. Alors, et c'est vrai, il ne faut pas oublier la fin de semaine, Mélanie, on est à la radio numérique de Cube. T'es meilleur que moi dans les heures. Okay, vas-y. Pas de problème. Le samedi à 11h30 et le dimanche à 18h, vous pouvez réécouter une super bonne mémoire pour les heures. Toutes les émissions. On fait une quarantaine de balados. Il y en a déjà une vingtaine, plus que 20 même, qui sont en ligne. Alors, merci encore, Dominique. Merci, Mélanie. Merci de m'avoir invité. Merci, à bientôt. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com